podcast.fr. L'interview de podcast.fr. Bonjour, c'est Claire de podcast.fr. Chaque semaine, je décortique les secrets des podcasts qui marchent. Aujourd'hui, Pas Patriarcat avec Cédric Restin. Salut Cédric. Salut Claire. Tu es donc coach, conférencier, spécialisé dans l'accompagnement humain et donc dans la thématique de la parentalité. Tu as écrit 2 livres, Tu vas être papa et une BD Papa Sapiens. En 2020, tu as créé ton podcast Pas Patriarcat, un podcast qui explore la parentalité, les droits des enfants et aussi tous les stéréotypes que l'on peut rencontrer sur cette thématique-là. Chaque semaine, tu invites des parents, des spécialistes, des experts, mais aussi des militants et militantes qui viennent échanger sur ces sujets, donc l'éducation, l'égalité, les émotions et surtout l'héritage patriarcal et qu'est-ce qu'on en fait. Aujourd'hui, Pas Patriarcat, c'est une référence sur la parentalité, avec notamment aussi un compte Insta qui a plus de 135 000 abonnés et qui grandit beaucoup, puisqu'à chaque fois que je le regarde, il a augmenté. Donc je me dis, waouh, ça avance. Pour commencer cette interview, j'avais envie de te demander, qu'est-ce qui t'a mené au podcast en fait? Quelle était ta vie avant le podcast et qu'est-ce qui a lancé cette idée de podcast sur cette thématique? Eh bien écoute, pour répondre à ta question, c'est comme beaucoup d'histoires d'hommes, c'est avant tout une idée de ma compagne, le podcast. Voilà, il faut être honnête là-dessus. À ce moment-là, moi je travaillais encore, j'étais cadre chez Fnac Darty, donc je travaillais à la Fnac de Poitiers notamment, tout en habitant à Bordeaux par ailleurs. Et en fait, c'est ma compagne qui écoutait beaucoup de podcasts qui m'a vraiment suggéré cette idée, puisqu'on savait que j'allais quitter mon emploi en janvier 2020, mais j'avais un autre projet professionnel et c'est vrai que j'avais cette envie un peu militante pour la parentalité, sur différents sujets, sur le patriarcat, etc. Et elle me disait, non mais vas-y, lance un podcast parce qu'en fait, tu sais, dans notre parentalité, on avait fait des choix qui sont un peu à contre-courant, notamment encore plus il y a 7-8 ans. L'allaitement non écourté, le cododo, le portage, le fait de ne pas punir, le fait d'écouter l'enfant, l'instruction en famille, enfin voilà. La diversification menée par l'enfant, tout un tas de choix très réfléchis pour nous, mais qui choquaient un peu les gens. Et en fait, du coup, je m'étais beaucoup renseigné et je parlais de ces choix, je les défendais sans me brusquer. J'essayais d'être un peu dans la pédagogie. Et elle me disait, franchement, il n'y a aucun mec qui en parle dans le monde du podcast ou dans les médias. Ça serait trop bien que tu en parles comme t'en parles à nos amis, nos collègues, etc. Donc c'était déjà à la base son idée. Et c'est vrai que bon, avant de partir de la Fnac, tu vois, on est fin 2019. Je sais pas si t'as déjà travaillé dans la distribution, mais en fait, novembre-décembre, tu penses pas à d'autres projets qu'à faire le chiffre d'affaires prévu. Et j'ai travaillé sérieusement jusqu'au bout. Et voilà. Et du coup, quand j'ai arrêté mon emploi, c'est vrai que assez rapidement, étant habitué à avoir un certain rythme quand même de travail assez soutenu, même si ma famille me prenait beaucoup de temps et que j'adore ça, j'avais des moments vraiment où je me disais, tiens, je fais quoi? Pourquoi pas faire ça? Donc j'ai acheté un micro à 20 € sur le Bon Coin où il y avait même plus son câble USB, tu vois. J'ai regardé des tutos sur Audacity, j'ai rédigé quelques sujets et scripts pour les tout premiers épisodes que je faisais solo. J'ai créé un compte Instagram, je n'avais jamais mis les pieds sur Instagram avant ça. Et je me suis dit, let's go, on y va, tu vois, on tente le truc. Et je me rappelle avoir dit à Noëlla, donc ma compagne, tu sais, parce qu'elle était extrêmement enthousiaste, hein, vraiment. C'est trop bien ça. Enthousiaste. Ah ouais, vraiment, elle m'a poussé de ouf. Et je lui disais, tu sais, chérie, si dans un an, il y a 1000 écoutes sur le podcast et 500 abonnés Instagram, c'est déjà énorme. Bon, l'histoire nous a montré que c'était beaucoup plus que ça. Mais à la base, c'était une idée de ma compagne, vraiment. Et voilà, après, la construction et la production, c'était moi à la mise en œuvre. Mais voilà l'origine. Comment ça se passe les débuts de ce podcast? Donc tu postes ces épisodes solo, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce qui t'amène ensuite à aller en fait finalement interviewer des experts, des spécialistes dans leur domaine? Alors ce qui se passe, c'est que j'ai fait faire mon visuel par Fanny Vella, qui est une illustratrice brillante qui a notamment fait les BD Et si on changeait d'angle et qui m'avait beaucoup inspiré moi en tant que parent. Voilà, et je me rappelle, tu vois, j'ai envoyé des mails en disant bonjour Madame Vella, etc. Parce que voilà, je voulais m'offrir un chouette visuel et donc c'est toujours le même, hein, logo fait par Fanny Vella en 2020. Et elle avait déjà un certain nombre d'abonnés sur Instagram, je crois qu'elle était à autour de 70 000 ou 80 000. Et un peu dans l'audace, parce qu'on se connaissait pas encore, je lui avais dit, est-ce que ça vous tenterait d'écouter mes épisodes? Voilà, je sais pas ce que ça vaut, etc. Et elle, en fait, elle a adoré. Et elle m'a dit, écoute, on va pousser le truc, moi je vais partager. Dès que t'as les liens, tu me dis, je partage. Donc en effet, j'ai sorti ça. Moi, tu sais, à l'époque, t'avais pas les liens. Il y avait qu'à partir de 10 000 abonnés que tu pouvais mettre swipe pour machin. Okay. Donc du coup, franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidé à faire découvrir le podcast. Il se trouve que les gens ont aussi beaucoup aimé. Et que voilà, donc le 9 mars 2020 sort le premier épisode de Pas Patriarcat après une première bande-annonce que j'avais sortie un mois avant. Pour une raison technique, pour les gens qui nous écoutent, c'est plus trop d'actualité aujourd'hui, mais à l'époque, quand tu créais ton flux RSS, ça prenait quand même du temps. Moi, ça avait pris 3 semaines, par exemple, pour que ce soit dispo sur Apple Podcast. Et donc, il fallait créer une bande-annonce, sortir un peu un mois avant pour que tous les flux soient ouverts au moment de ton premier épisode. C'est quand même une chose que je recommande toujours de faire quand on lance son podcast. Et voilà, et ça a grandi comme ça. Donc, des publications une fois par semaine, j'avais fait. Je savais pas trop où j'allais, hein, en toute transparence. Et qu'est-ce qui a
fait que j'ai eu des invités, c'est que déjà, du coup, j'ai rencontré des gens sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram, et des gens plus ou moins connus, et il y a eu le Covid. Et il se Ouais. trouve que le Covid, il y a des gens que je pensais totalement inaccessibles qui se sont retrouvés à ne rien faire. Je pense notamment à Noémie Delattre, qui est une personne qui m'a beaucoup inspiré sur le féminisme et sur l'écriture inclusive. Et du coup, en fait, alors après, bien sûr, c'est un peu à l'audace, tu vois. Je veux dire, t'envoies un message, moi, j'ai pas trop de problèmes avec ça, donc tant mieux pour moi. Mais voilà, j'y suis allé à l'audace, j'adore ce que vous faites, etc. Et je lui ai proposé un épisode en ligne, enregistré à distance. Elle a dit oui. J'ai contacté aussi Marion Querc, qui son documentaire, même qu'on est imbattable, avait aussi transformé ma vision de la parentalité. Donc j'ai envoyé un message au départ juste pour lui dire tout le bien que je pensais de son travail. Et ensuite, je lui ai proposé un épisode. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que pendant le Covid, déjà, le but du podcast a quand même pris de l'ampleur énormément. C'était quand même une période propice à lancer un podcast. Et il y avait plein de gens qui sont normalement très peu disponibles, qui se sont retrouvés très disponibles. Donc voilà. Et je me suis aperçu que j'aimais bien fournir des interviews et que, en fait, la comparaison que je fais souvent, c'est que moi, à la base, donc, je suis cadre, donc j'étais cadre à la Fnac et dans d'autres grandes entreprises, j'étais manager, j'ai un master sur le sujet, etc. Et souvent, ce que j'explique, c'est qu'en fait, pour moi, une interview d'invité, c'est pas plus compliqué qu'un entretien d'activité avec un collaborateur, une collaboratrice, tu vois. Et en fait, j'aimais beaucoup ça. Je me suis aperçu que j'aimais beaucoup ça, qu'il y avait plein de gens qui avaient des choses à dire et que très vite, j'ai voulu mêler l'expertise de spécialistes pour amener quand même des propos sourcés, sérieux, etc. et les vécus. Parce qu'il y a des histoires qui sont importantes, qu'il faut transmettre et que tous les vécus puissent avoir la parole. Mais aussi pour mettre un peu au défi de la réalité la parole des experts et des expertes, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant, surtout sur cette thématique-là, en fait, où tu peux te dire, il y a la théorie, puis ensuite, il y a la réalité, quoi. Donc, Exact. il y a la pratique. Et du coup, comment tu fais Parce que c'est quand même l'enjeu principal, c'est comment tu arrives à intégrer ça dans ton quotidien, quoi, en tant que parent. Et est-ce que c'est aussi à ce moment-là où tu intègres les épisodes solo régulièrement? Parce que je sais que là, tu en fais régulièrement. Est-ce Ouais, que à cette époque-là, tu mélanges, en fait, finalement un peu tout? à ce moment-là, je les abandonne. Je les abandonne parce qu'en fait, j'ai des invités, que j'aime ça, et que je fais ça aussi. Donc, à ce moment-là, je suis au chômage. Mon projet professionnel, qui était celui à la base, celui pour ma reconversion, tombe à l'eau à cause du Covid. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment au chômage. On est en instruction en famille avec Sarah. Donc, je m'occupe quasiment à temps plein de ma fille, puisqu'à ce moment-là, on n'a qu'un enfant. Et donc, tu vois, faut tout monter. Je fais tout seul. Hein. C'est pas forcément la meilleure qualité, que ce soit sur l'audio ou sur les visuels Instagram et tout. Mais bon, bref, on découvre, on apprend, on bricole. Et du coup, j'ai pas d'épisode solo à ce moment-là. Cela dit, assez rapidement, je vois bien qu'il y a des interactions avec l'auditoire qui manquent. Donc, le premier format que je vais mettre en place, c'est le format réponse, c'est-à-dire via un outil qui s'appelle SpeakPipe, en l'occurrence pour moi. Les gens peuvent laisser un audio de 5 minutes, mais ils peuvent les cumuler. Hein. On peut faire 10-15 minutes, c'est pas un problème. En tout cas, ils vont pouvoir amener un commentaire qui va être plus riche et plus nuancé que ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Et je vais répondre ou simplement diffuser ce retour, ce témoignage dans le podcast. Alors, stratégiquement, puisqu'on parle quand même aussi de la création de contenu, stratégiquement, ça me fait des écoutes faciles, tu vois. Ça me fait un contenu facile à produire. En termes de relation avec l'auditoire, avec les gens, moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça permet aux gens, dans leurs commentaires, d'amener de la nuance, même quand ils sont pas d'accord avec moi, tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est carrément des gens qui sont pas d'accord, mais qui vont nuancer, qui vont dire ouais, tu vois, je trouve ça un peu fort, etc. Donc c'est beaucoup plus tranquille que sur les réseaux. Et l'autre format, en fait, en effet, qui a vu le jour, c'est le format journal de papa. Ça, c'est parce que quand ma compagne est tombée enceinte du deuxième, de Lucas, j'avais regretté un peu de pas avoir de format un peu brut, mais même pour moi, tu vois. En fait, de ce que je ressentais, des difficultés, etc. Et donc, en effet, le format journal de papa, par contre, c'est 100% brut. C'est enregistré avec mon téléphone. Quand le son est vraiment pourri, je fais un petit retraitement. Mais sinon, en fait, c'est juste diffusé tel quel. Et c'est vraiment du journal brut, de ce que je ressens, des difficultés qu'on peut rencontrer, du quotidien. Parfois, ça a été plus ou moins bien reçu parce qu'il y a aussi des moments où j'exprime les difficultés que moi, en tant qu'homme, en tant que père, j'ai pu avoir, notamment dans le post-natal. C'est vrai que j'avais eu des remarques à ce moment-là de non mais attends, si toi t'es pas bien, ta femme non plus. Oui, bien sûr, on était tous les deux pas bien. Sauf que là, c'est mon espace en fait, et que j'ai le droit de dire que je suis pas bien. Et je trouve ça intéressant aussi, tu vois, de ce que ça dit de la parole des hommes qui expriment leur mal-être, comment ça peut être reçu. Donc voilà, ça c'est les formats qu'on va retrouver, c'est les épisodes donc avec les invités, les réponses, le journal de papa, et t'as le format bonus aussi en fait, puisqu'il y a une partie qui est payante, mais que je te le dis aujourd'hui, je pense arrêter. Parce que c'est pas vraiment la culture en France de payer pour ces contenus de podcast, et que en fait ça demande aussi un travail de martèlement, de répétition pour vraiment les vendre en fait. Et très sincèrement, c'est pas mon kiff. Voilà, c'est pas mon truc. J'ai pas envie de répéter aux gens de s'abonner, etc. Voilà, c'est quelque chose que je pense sûrement arrêter. Peut-être, voilà. En tout cas, c'est en réflexion là au moment où on enregistre, et on verra à la rentrée de septembre prochain ce que j'aurais décidé ou pas.
Tu le soulignais, Pas Patriarcat, c'est le premier podcast en France qui est produit, créé par un homme et qui s'attaque, en tout cas s'intéresse à ces sujets-là, qui sont des sujets qui peuvent être quand même assez clivants. Toi, tu as un positionnement qui est un positionnement militant, engagé. Qu'est-ce que ça a fait bouger, tu penses, autour de toi? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu as eu comme retour au début? Et est-ce que tu as eu plutôt des audiences, masculines ou féminines? Est-ce que c'est mélangé? Alors, je tiens juste à préciser une chose, c'est qu'au niveau des paternités, en tout cas, il y avait aussi Fabrice Florent qui avait lancé Histoire de daron, bien avant moi, ainsi que Histoire de mec et cetera. Donc voilà, il avait déjà aussi ouvert cette voie-là. Mais moi, je l'ai découvert après avoir lancé le podcast. C'était hyper intéressant et je le salue en passant parce qu'il fait partie des gens qui m'ont conseillé, qui m'ont donné des conseils sur tous ces sujets autour du podcast. Moi, les retours que j'ai eus, alors d'abord, j'ai eu un auditoire à 95% féminin au tout début. Pourquoi? Parce que déjà, j'étais promu par des femmes et des mères, en fait, principalement, sur les réseaux sociaux. J'avais choisi le canal d'Instagram en particulier à ce moment-là, et que Instagram, c'est un réseau principalement féminin. Ça l'est un petit peu moins maintenant, mais en tout cas, il y a 6 ans, c'était vraiment très très principalement féminin. Et donc voilà, j'étais écouté par beaucoup de mères. C'est un chiffre qui a évolué avec le temps, jusqu'à arriver aujourd'hui à 30% d'hommes. Donc OK. j'en suis pas peu fier. Parce que c'est pas si évident de ramener les gens, les pères notamment, sur ces sujets-là. Et après, c'est vrai que voilà, ça fait amener des sujets de manière un peu différente, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des paroles un peu dures et un petit peu exigeantes vers les hommes, et qu'il faut quand même avoir, mais il faut pas avoir que ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Et cette part d'auditoire masculin, ces retours m'ont aussi appris, nous en fait, on entend la critique, etc., mais on aimerait aussi avoir, tu vois, des vraies clés sur comment avancer sans qu'on nous tape dessus. Ce que j'entends Ouais. totalement. Oui, ça rentrait dans les reproches qui n'en finissent plus et qui ne sont pas constructifs. C'est ça, une fois qu'on a acté des constats, comme on peut le faire sur la charge mentale, qui sont là, hein, et ces pairs-là ne se défilent pas face à ces constats. Mais c'est plutôt: «OK, mais comment on fait et quels autres témoignages on peut avoir?» et cetera. Donc c'est vrai parce que, tu vois, ça amène vraiment une nuance qui peut manquer et que le podcast permet. J'ai changé mon introduction, là, sur la saison 7 en disant que c'est un podcast que je veux créer pour, bâtir des ponts, là où on a l'habitude de dresser des murs. Et tu vois, ça l'illustre vraiment, quoi. C'est-à-dire vraiment, allons chercher les personnes qui veulent avancer ensemble, même si on n'est pas tout à fait pareil, et cetera. Parce que la vie, c'est ça, c'est aussi des gens qui sont différents, qui ont des différences, mais qui avancent ensemble. Et que malheureusement, avec les réseaux sociaux, notamment sur ces sujets très sensibles, hein, autour de la parentalité, les droits des enfants, les stéréotypes de genre, etc., on a vite tendance, en fait, à camper dans un camp. Et parce qu'on a un point de désaccord avec l'autre, penser que c'est notre ennemi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de mal au sens large de la société. Ouais, c'est intéressant de considérer aussi le podcast, pas comme un contrepoint, mais en tout cas comme un média qui permet beaucoup plus de nuances et le fait que tu aies aussi, intégré Bien très sûr. rapidement, ce format, SpeakPipe là pour, échanger avec tes auditeurs, je trouve ça génial en fait. Quand j'ai préparé cette interview, je l'ai vu, je me suis dit: «Ah, c'est trop bien». Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout, si récent que ça en fait et que tu l'avais mis en place, assez tôt. Ouais, mais là c'est pareil, SpeakPipe, si on fait pas la promotion dans le podcast, les gens ne savent pas tout simplement, c'est vraiment c'est partie des choses. Mais ça, par contre, j'ai mis un point d'honneur à en parler parce que c'est vraiment un format qui m'intéresse et qui permet, si tu veux, vraiment de creuser. Et le podcast permet ça. Le podcast, c'est vraiment un endroit où on peut nuancer, on peut prendre le temps. Et c'est vrai que souvent, tu vois, il y a un petit peu une dichotomie entre les formats courts que je peux produire pour les réseaux sociaux, qui vont chercher la punchline, qui vont chercher la réaction, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que tu as des gens vraiment qui vont se dire: tiens, ça m'interpelle, je vais commenter le lien pour aller écouter l'épisode. Peut-être que si on parle des solutions, j'expliquerai comment ça fonctionne, ça. Et t'en as vraiment qui ne réagissent qu'aux propos courts. Et souvent, je leur pose la question: avez-vous écouté l'épisode en entier? Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai fait un épisode sur la GPA, sans me positionner sur pour ou contre, c'était pas mon sujet, c'est juste qu'en fait, il y a des parents et des enfants qui existent autour de la GPA, et ces parents et ces enfants ont une voix et ont le droit de l'exprimer. Mais il y a vraiment eu des gens qui ont réagi en justement avec les clichés qu'on démonte dans le podcast. Et je leur ai dit: peut-être que vous devriez écouter en fait les formats longs avant de réagir. C'est que si ça vous fait réagir, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à l'écouter derrière. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des personnes qui vont prendre ce temps et des personnes qui ont juste totalement perdu cette habitude. Ouais. Pour revenir à ton podcast, quand est-ce que tu as la sensation et puis même aussi quand est-ce que ça se voit dans les écoutes que ton podcast il décolle vraiment? Et selon toi, qu'est-ce qui permet ce passage en fait, à un niveau on va dire, supérieur? Alors, moi, je sais que dans le podcast, il y a eu différents moments. Il y a eu notamment le moment où je suis passé chez Acast parce que je voulais commencer à monétiser, pas spécialement pour gagner de l'argent, puisque j'avais d'autres projets professionnels, hein, mais parce que je voulais arrêter que ça me coûte de l'argent. Parce qu'en fait, ça me coûtait de l'argent. Ça me coûtait pas beaucoup d'argent, mais ça me coûtait de l'argent. Donc, je suis passé chez Acast. Et là, en fait, il y a eu un épisode, notamment avec André Stern. En fait, c'est souvent ça, c'est un épisode pépite qui va être écouté. Et là, je me rappelle qu'il avait été écouté et qu'il avait été partagé par Léa Coffran. Je ne suis pas jolie sur les réseaux à l'époque. Clairement, si tu veux, j'ai eu je crois, plus de 40 000 écoutes en 24 heures, alors que d'habitude, j'en faisais 800. Et j'étais là, ok, j'ai pas compris. Et en fait, du coup, tu vas découvrir, il y a un public qui va te découvrir et que tu vas garder.
Et en fait, c'est petit à petit, comme ça, il y a des paliers que tu passes, que ce soit parce que tu as un épisode pépite qui va être partagé. Les épisodes avec les personnes très connues, etc., influenceuses, selon comment la personne partage ou pas, si tu veux, c'est pas forcément le levier. Ensuite, il va y avoir aussi le fait d'utiliser des outils de découverte comme les ads, etc. Et ça permet de passer des leviers, tu vois. Et parfois aussi, c'est aller sur des sujets où on t'attend pas. C'est augmenter la découvrabilité. Tu vois, là, très récemment, la semaine dernière, on m'en enregistre, j'ai sorti un épisode sur la parentalité végane. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Je ne suis pas végane moi-même. Et en fait, déjà, avoir autour de la table une personne non végane qui discute tranquillement avec des personnes véganes et qui écoute leurs arguments, rien que cette situation-là, ça a généré un engouement, tu vois. La qualité de l'épisode et des intervenantes a fait que ça a bien pris. Et en fait, là, tu vois, je suis sur un épisode où je suis en train de passer, en tout cas, là, c'est un épisode qui cartonne. Mais qui cartonne aussi parce que voilà, je me fais découvrir à un nouveau public sur des nouveaux sujets, alors qu'on parle juste de parentalité. En fait, la parentalité, ça touche en vrai, ça touche tout le monde. Je veux dire, demain, tu peux très bien faire sur la parentalité des investisseurs en immobilier et aller Ouais. chercher ce public, etc. Tu vois. Tu peux faire tout ça. Donc voilà comment est-ce qu'on peut avoir des moments où ça va jumper. Le seul truc qu'il faut bien garder en tête, quand tu as des pics comme ça, tu vas en garder une partie dans ton auditoire, mais rarement tu vas garder tout le monde, quoi. Donc faut Ouais, pas, tu vois, faut pas se dire tout à coup, ouais, c'est la folie, mon podcast fait tant d'écoutes par mois. Non, tu as eu un pic, et ça c'est ce que j'ai appris, tu vois, sur 6 ans d'existence, c'est que des fois les écoutes elles montent, des fois elles descendent, voilà, pour différentes raisons. Parfois, tu vois, je me rappelle de la mise à jour d'Apple qui a arrêté les push, l'épisode qui a fait chuter les écoutes de beaucoup de podcasts, dont le mien de 30%. Donc voilà, des fois, c'est pas ton travail, c'est technique, etc. Donc, il faut observer ça avec beaucoup de distance et beaucoup de recul aussi. Toi, tu regardes tes audiences à quelle fréquence? Plusieurs fois par semaine parce que j'aime bien voir comment ça réagit aux épisodes. J'aime bien voir aussi comment les gens écoutent parce que tu sais, des fois, j'ai changé les horaires aussi, j'ai changé les jours d'écoute, etc. J'ai testé plein de trucs et donc j'aime bien voir comment ça réagit. Tu vois, là, par exemple, sur la parentalité végane, c'était un peu sensible, donc je voulais vraiment voir comment l'épisode vivait. Après, en vrai, je suis pas obligé de le faire plusieurs fois par semaine. Hein. T'as les courbes quotidiennes, donc tu peux très bien voir plus tard, c'est pas un problème. Mais voilà, j'aime bien mettre le nez dans les chiffres, moi, de toute façon. C'est une vieille habitude de l'entreprise. Pour parler de chiffres un petit peu aussi, mais différemment, peut-être d'algorithmes, on en parlait tout à l'heure, mais justement sur les réseaux sociaux, j'ai appris que tu avais même pas de compte Instagram avant de créer le compte de Papatriarcat, si je me Ouais. trompe pas, qui est quand même maintenant à plus de 135 000 abonnés, comme je le disais en intro. Ce serait quoi tes tips, en fait, pour un podcasteur qui chercherait à émerger sur voilà, comment créer une communauté sur Insta? Et surtout, est-ce que tu as vu, toi aussi, une vraie conversion entre ta communauté Instagram et ton audience? Parce que pour avoir aussi échangé avec d'autres podcasteurs, il y a des podcasteurs qui disent que les réseaux sociaux ne convertissent pas bien vers le podcast. Alors, c'était vrai, il fut un temps. C'est moins vrai. Je m'explique. L'outil, moi, qui a tout transformé, s'appelle ManyChat. Voilà. ManyChat, c'est quoi? C'est un outil. Quand les gens commentent lien sous un extrait vidéo du podcast, moi, sous mes extraits de podcast, c'est toujours le même mot, commenter lien pour avoir l'épisode. Et en effet, du coup, quand les gens commentent lien sous un extrait vidéo du podcast ou sur un post relié à un podcast, ils reçoivent un petit message privé qui leur dit merci pour ton commentaire, etc. Et sur quelle plateforme souhaites-tu écouter le podcast? Et là, ils ont un menu déroulant rapide où ils peuvent choisir la plateforme. Il y a 7 plateformes différentes, je crois. Ils cliquent sur la plateforme, ils reçoivent le lien d'écoute direct. Donc ça déjà, clairement, c'est game changer. Et en plus, ManyChat a ajouté assez récemment dans ses possibilités le fait que les personnes qui s'abonnent à ton compte Instagram reçoivent un message avec un lien dedans, Ok. automatiquement. Ce qui fait que, donc moi dedans, j'y ai mis mon Linktree dans lequel il y a toutes les plateformes d'écoute du podcast. Et ça transforme à peu près enfin en tout cas, j'ai un taux de clic par rapport au nombre d'abonnés, si tu veux, autour des 45%, ce qui est énorme. En Ouais, termes c'est de taux énorme. de clic, c'est énorme. Et en effet, je vois ensuite dans les statistiques sur Linktree qu'en effet, ça clique plus, quoi. Alors, ça va Ok. dépendre des périodes, de plein de choses, mais en effet, ça clique plus. Donc ça, déjà, c'était vrai, ça l'est beaucoup moins. Maintenant, on peut transformer. Donc, c'est pour ça aussi que tu vas choisir des extraits qui sont prévus pour les réseaux sociaux avec des punchlines assez courts, etc., qui ne rendent pas forcément justice à l'intégralité de ton contenu, mais qui vont interpeller, peut-être donner envie de l'écouter. Donc voilà. Et l'autre point, c'est qu'il faut bien comprendre, et ça, j'ai eu la chance d'être coaché par Meta en fin 2024 là-dessus, où elle n'a pas été tendre. Hein. La personne, Sarah Labiduri, si tu passes par là, je te salue, mais qui m'a vraiment rendu service parce qu'en fait, elle m'a dit ton compte Instagram, du coup, tu ne parles que de ton podcast et tu n'apportes rien de plus. Donc moi, si j'ai un conseil à donner aux podcasteurs, aux podcasteuses, c'est prévoyez, je sais pas si vous faites 4 contenus dans la semaine, prévoyez 2 contenus qui sont des extraits d'épisodes avec des liens ManyChat et prévoyez 2 contenus qui sont une vraie valeur ajoutée que vous amenez à la communauté Instagram. Ensuite, la structure de ces contenus, que ce soit des réels ou des posts, ça va dépendre vraiment de la structure du compte, de l'objectif, de la stratégie. Il faut savoir que les réels sont plus poussés vers les personnes qui ne suivent pas à la base le compte. Si tu utilises des trends, tendances, etc., voilà, ça va vraiment dépendre de chaque compte. Mais en tout cas, le conseil que je peux donner, c'est ça, c'est avoir une répartition de contenu, d'une part pour promouvoir les épisodes, d'autre part pour amener quelque chose de réel
à la communauté Instagram qu'on construit. Et pour se faire découvrir en tant que compte Instagram et pas forcément en tant que podcast. Et ça change la donne. Clairement, ça change la donne totalement. D'ailleurs, c'est un move qu'on a fait là depuis fin 2025. J'ai investi dans le fait d'avoir des community managers. Donc voilà, on a changé la direction artistique du compte Instagram et tout. Ça fonctionne très très bien. C'est un vrai coup, faut pas se mentir. Mais cela dit, ça fonctionne très bien. Et du coup, moi aussi, j'ai pu voir ce qui marchait pas. Donc on teste des trucs. Et surtout, faut pas hésiter à faire ça. Faut pas hésiter à tester des choses et à se tromper. Ouais. C'est ce que j'allais te demander justement si tu étais toujours seule en fait sur toute la création de contenu parce que c'est vrai qu'un des problèmes aussi auxquels se heurtent un peu les podcasteurs, c'est le manque de temps. C'est-à-dire qu'il y a la production du podcast en tant que tel qui est un contenu et puis aussi il y a toute la production de contenus autres qui permettent de faire la promotion du podcast qui est en fait plus chronophage que la production du podcast en elle-même. Et je discutais avec Chloé Ancelin que j'ai interviewée sur Woman and Podcast et elle me disait mais alors aujourd'hui un podcasteur ou une podcasteuse ne peut pas se concevoir autrement que comme un créateur ou une créatrice de contenu. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Encore que ça dépend. Si on se parle de podcasteurs, podcasteuses indépendants qui, comme moi, parce que moi je suis personne, tu vois, j'ai pas de nom, j'ai aucun réseau. C'est vrai que quand tu t'appelles, si t'es la queen du game sur la maternité, quand tu t'appelles Clémentine Gallet, que t'as un énorme réseau parisien, que t'es journaliste, que tu connais tout le monde, etc., elle a bossé comme une dingue, certes, mais tu pars avec d'autres cartes que le mec paumé à côté de Bordeaux, si tu veux, qui connaît personne. Donc, et c'est normal, et c'est ok, si tu veux. Mais il faut juste avoir conscience de ça, c'est que si tu veux de la découvrabilité, si tu veux te faire connaître, en effet, aujourd'hui, tu n'as pas le choix que de jouer avec ces contenus sur les réseaux sociaux. Et ensuite, alors je sais que ça peut faire grincer des dents plein de gens, mais aujourd'hui, il y a des outils avec l'IA qui permettent quand même d'optimiser vachement son temps. En termes de Ouais, c'est clair. création de contenu, il faut jamais laisser la main seule à l'IA. Il faut mettre son âme, voilà. Mais en termes, si tu veux, de dégager les thèmes clés, etc. Moi, aujourd'hui, si tu veux, par exemple, j'ai différentes stratégies sur YouTube, une plateforme comme Opus Clip qui fait des shorts et qui les envoie. Pour Instagram, c'est quelque chose de plus quali, donc qui sont montés directement vraiment à la main. J'ai un prompt exprès qui va me détecter les meilleurs passages, comment monter le plan, etc. Puisque moi, je suis pas vidéaste à la base. Donc voilà, et ça en fait, ça permet d'aller chercher des compétences qu'on n'a pas forcément. Après, je pense que c'est important aussi, dès qu'on peut, de déléguer ça à des personnes compétentes pour aussi faire fonctionner une économie, etc. Mais la vie d'une société, la vie d'une structure financière est telle que parfois on va pouvoir payer des gens, parfois on va pas pouvoir, donc il faut réussir qu'on se retrouve tout seul. Là, tu vois, j'ai une période où je peux payer des gens. Les résultats financiers font que peut-être que je vais plus pouvoir le faire dans quelques mois, peut-être que je vais pouvoir le faire, je ne sais pas. En tout cas, je vais m'adapter. Mais en tout cas, il y a des outils qui permettent, aujourd'hui même en étant seul, quand même de réussir à faire ça en dépensant un minimum d'énergie pour beaucoup de résultats. Donc ça, c'est important. Et je pense aussi que parfois, on se met trop la pression sur la qualité, etc. Très sincèrement, rien que filmer avec son iPhone pendant qu'on fait un podcast audio, ça permet d'avoir un format vertical. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Je filmais juste... Alors, j'avais une caméra dédiée, certes, mais d'autres personnes le font l'iPhone et ça marche tout à fait aussi bien. Filmer que ton invité, toi, tu te Ouais, filmais pas. exactement. Et après, je connais aussi des personnes qui filment au format horizontal à l'iPhone, d'un peu loin. Enfin, aujourd'hui, tu peux filmer en 4K à l'iPhone, donc même d'un peu loin, c'est avec une bonne lumière, tu peux ensuite tirer des contenus qui sont pas trop moches, et ça peut très bien fonctionner aussi, tu vois. Je pense que vraiment, là où il faut pas lésiner, par contre, sur la qualité du son. Que ce soit pour la vidéo comme pour l'audio, parce qu'en fait, souvent, les gens écoutent sans trop regarder sur YouTube, etc. C'est la qualité du son, ça, c'est primordial. Ça vraiment, je pense que c'est quelque chose qui change tout. Un des moments aussi où mon podcast s'est vachement amélioré, c'est le moment où j'ai délégué le montage à Alice Krief, que je salue. Alice Krief qui a aussi le podcast Les Belles Fréquences et qui fait un travail formidable et qui a vraiment fait monter en gamme la qualité du son d'une manière que moi j'aurais jamais pu atteindre. Ah ouais, donc tu as vu une vraie différence sur tes écoutes à ce moment-là, c'est intéressant. Oui, oui, tout à fait. Alors ça s'est fait sur quelques semaines, mais en effet, ça s'est fait et surtout j'ai eu des retours de l'auditoire. Clairement. C'est-à-dire que quand je réécoute, si tu veux, les premiers épisodes, je suis là, oh là là, ça fait mal aux oreilles quand même. Mais les gens étaient là, les gens étaient là. Ouais, ils sont restés, donc ça veut dire qu'effectivement, il y avait un vrai match en termes de sujet, en termes de positionnement, en termes de ce que tu Oui, pouvais aussi apporter, quoi. oui, tout à fait. Oui. Tu peux en parler un peu de monétisation. Est-ce que tu peux un peu revenir aujourd'hui sur la structure économique de ton podcast? Comment ça s'est construit et aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à tirer ton épingle du jeu, en fait? Alors aujourd'hui, la monétisation, elle est principalement gérée par Acast, qui est donc mon hébergeur et qui me sert de régie publicitaire. Le gros du chiffre d'affaires est amené par ce qu'on appelle les sponsoring. Donc bon, je pense que ton auditoire, c'est ce que sont Ouais, les sponsoring, ouais, Osred, etc. du host trade, ouais. Et une autre partie de chiffre d'affaires, c'est les épisodes co-brandés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, clairement, c'est ce qui draine la totalité du chiffre d'affaires. Sachant que moi, j'ai la possibilité aussi d'amener mes propres sponsors en direct et mes propres co-brandés en direct. Et du coup, là, Acast ne prend pas sa part. Est-ce que tu vas chercher vraiment activement ces sponsors sur la partie co-brandée ou est-ce que c'est plus, en fait, des gens qui viennent vers toi naturellement ou des gens qui sont amenés par Acast? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont amenés par Acast. Acast fait un travail formidable. Je pense qu'il faut vraiment le dire. Je peux être transparent sur les chiffres. Acast prend 40% des chiffres, mais
Ils ont une équipe qui est incroyablement efficace. Et surtout, en vrai, toi, en tant que podcasteur, en gros, pour un sponsoring, tu as juste à produire un script et l'enregistrer. Donc, tu as fait Ouais. 0 démarchage commercial, tu gères pas du tout la technique derrière, tu gères pas la facturation, rien. Donc, quand même, tu vois. Et pour un co-brandé, en vrai aussi, là, bien sûr, tu vas un peu plus travailler sur la structure, mais tu vas aussi toucher plus d'argent. Ouais. Tu vois. Donc, voilà, c'est important de savoir ça. Je pense que, moi, en tout cas, le travail qui est fourni par Acast, pour moi, mérite mais largement la part qu'ils prennent. Et en plus, tu peux, même sur tes projets à toi, tu peux demander conseil, etc. Donc, est-ce que je démarche? Oui, je discute. Je pense qu'après, si tu veux, c'est aussi, et c'est là où l'influence aussi rejoint un peu le truc, les réseaux sociaux. C'est que quand tu as l'occasion de rencontrer des marques par les réseaux sociaux, etc., assez rapidement, j'essaie de les amener vers le podcast. Pour 2 raisons. La première, c'est que le podcast, c'est un média sur lequel les marques peuvent investir de manière sûre. Je veux dire, tu leur vends quand même des impressions certifiées. Elles savent, en fait, la marque, elle achète des impressions. Donc, tu vois, c'est pas comme une story Instagram où, parce que, je sais pas, l'algorithme a sifflé un vent sud-est, que tout à coup, en fait, au lieu de faire 30 000 vues, tu vas en faire 10 000 et que, du coup, la marque, elle est pas contente, quoi. Là, c'est, t'as prévu tant d'impressions, tu livres tant d'impressions. Donc, déjà, la marque, elle sait pourquoi elle paye. Et après, en termes de qualité de contenu, même sur les co-brandés, tu leur vends un objet dans le temps, etc., qu'ils peuvent eux-mêmes réutiliser derrière en format court, etc. Donc, voilà, tout ça, bien sûr, ça se discute. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus qualitatif comme échange. Et même dans la démarche, tu veux, de positionnement d'une marque, d'aller sur le podcast que sur Instagram. C'est vrai que tu peux lier les deux. Tu vois, tu peux aussi avoir ce moment sur le podcast et mettre des liens cliquables sur Instagram au même moment. Et souvent, comme les gens te suivent un peu sur les deux, il y a une vraie cohérence, quoi. Ouais, un écosystème qui se met en place. Ouais, c'est intéressant. Et puis, on arrive aussi à une période où il y a, je pense, quand même moins, peut-être un petit peu encore, mais il y a moins d'éducation à faire quand même auprès des marques. Ah, sur le podcast, Ouais, si, il y a mais de je pense qu'il y en a l'éducation, hein, moins qu'il y a 5 ans, tu tu vois? vois? Ah oui, oui, Il y il en y a en a moins qu'il moins, y a il y en 5 a ans. moins. Il y en a Il y en moins. a Je moins. pense qu'il y a des marques, en effet, il y a des grandes marques, je ne peux pas dire avec qui je suis en discussion en ce moment, mais en effet, il y a des grandes marques qui sont en effet éduquées sur le sujet. Ce qui est important aussi, c'est de bien connaître les besoins de la marque et à quoi servent les outils. Tu vois, par exemple, concrètement, une marque qui a déjà de la notoriété, lui parler de sponsoring, ça ne sert à rien. Le sponsoring, c'est de la notoriété, c'est fait pour faire connaître un sujet, un produit, quelque chose. Mais très concrètement, derrière, c'est sur une période donnée, tu vas pas en faire beaucoup plus. Créer un épisode co-brandé, par exemple, voilà, là, tu as un objet, tu t'inscris dans la durée. Souvent, quand il est bien pensé, en plus, ça va traiter d'un sujet particulier, ça va pas parler de la marque pendant 45 minutes. Donc, voilà, il y a aussi un positionnement de valeur, éthique, etc. Et ça, c'est important quand même dans le temps, sur la durée. C'est vraiment un investissement sur, limite sur plusieurs années, je pense. Pour finir cette conversation, j'avais envie de te demander, parmi tous les sujets que tu abordes, parce que tu en abordes plein en fait, est-ce qu'il y en a un qui te touche particulièrement ou qui en ce moment est particulièrement présent pour toi, que tu as envie de creuser encore plus? Le sujet pour moi essentiel, c'est comprendre à quel point les droits de l'enfant sont une clé à tous les niveaux pour que notre société avance. Vraiment, je pense que c'est un vrai sujet politique essentiel parce que les droits passent avant les devoirs, n'en déplaise à Emmanuel Macron. Et voilà. Et après, le sujet que je porte aussi tout le temps et que je vais continuer de porter, c'est le congé paternité paritaire. Parce que c'est le levier principal pour réduire à la fois les violences intrafamiliales, le mal-être des mères en postpartum, les inégalités professionnelles. Voilà, c'est vraiment un levier essentiel pour notre société. Donc voilà les sujets qui me touchent particulièrement, mais que j'essaye de ne pas traiter tout le temps, tu vois, parce que sinon je serais un peu dans l'obsession. Mais souvent j'y reviens. En tout cas, merci beaucoup Cédric pour tous ces conseils, pour ta générosité. Et puis donc, on peut écouter Papatriarcat partout. En tout cas, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci, Claire.